souviens quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. Pas, de la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. Salut à vous chers téléspectateurs et chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout. Donc Congo International a quelques questions qu'il voudrait poser au Monsieur le Président, Dr Ladislas Prosper Agwessi. Monsieur le Président, nous sommes concernés de ce que quand vous avez commencé à parler, vous avez adressé vos paroles, disons, aux compatriotes béninois, aux mamans et aux handicapés. Quelle est la place que les handicapés occupent dans votre cœur? Vous savez, en 2015, en 2016, ma campagne en tant que candidat aux élections présidentielles a été accentuée sur la femme et les handicapés. Parce que c'est les plus démunis de la société. Je discutais avec mon fils, qui s'appelle Soleil. À un moment donné, je lui ai demandé, si je devenais président, qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, papa, occupe-toi des femmes, ma maman, et puis des personnes handicapées. Et c'est un enfant de 6 ans qui me disait ça en ce moment. Et c'est très important pour moi, parce que la couche béninoise, on est à plus de 60% de la femme et qui ne contribue pas à notre économie. Et les handicapés, on n'a pas une politique vraiment assez rigoureuse pour les sortir de la misère. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une autre préoccupation que nous avons, Monsieur le Président, c'est question de savoir quelle relation entretenez-vous avec Monsieur Tando, l'ex-président Soglo, Monsieur Azoneke, Monsieur Azonaï, et puis l'ex-président Yayi Boni. Écoutez, la jeunesse a pris une décision. On ne les a jamais associés à nos mouvements. Nous avions pris la décision d'aller avec le collège de la génération, de ma génération. Nous sommes une génération de collège Père-au-Pierre et de lycée Mathieu de Parakou, de Commun et ceux qui ont fait Accra. Donc nous sommes une bonne génération de la révolution. Et on s'est dit qu'il faut prendre conscience. Il ne faut pas toujours compter sur les anciens. Et nous sommes en train de travailler jusqu'à présent. Ce qui est sûr, nous apprécions le travail que fait le président Soglo. Et puis Azanaï, on lui fait confiance. On a vu qu'il est dans une logique qui nous intéresse. Et nous allons nous associer avec lui. Et nous pensons qu'il est dans la même logique que nous. Avec le président Yayi Boni, on veut croire qu'on est dans la même logique, hein, mais on le saura en son temps. Parce qu'on lui a pris son parti, il ne sait pas, il n'a rien fait, il vient de créer un parti démocrate. C'est la même équipe de talents. Démocrate, FCBE, c'est la même personne. Et on n'a pas besoin de ces gens-là dans un nouveau gouvernement. Nous avons toute la génération, tout le monde avec nous dans le pays, mais on veut changer, on veut donner une autre image à la nouvelle classe politique dans notre pays, pas les anciennes. Alors, parlons de la nouvelle image que vous voulez donner à la politique de votre pays. Nous voudrions savoir quel rôle croyez-vous que M. Pamphile Zou est en train de jouer à la crise béninoise? Pamphile Zou, c'est un jeune homme très intelligent. Je me rappelle au moment où le président Yayi les avait arrêtés, je faisais partie des gens qui les ont défendus avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Issif Kogi, et l'actuel aide de camp du président Talon. Les deux ont été arrêtés, j'étais là-bas, je me suis opposé. Et puis, il y a un homme qui comprend les choses. Je lui ai dit que ce n'est pas normal. Et puis, je me suis battu avec eux. De la même manière, je les ai défendus au moment difficile. Je suis en train de défendre une logique ici où il est utilisé à tort et à travers. Je pense qu'il peut démissionner. Sinon, Talon l'utilise pour faire quelque chose que le peuple béninois va le détester. C'est un frère à moi. On a grandi ensemble. Et c'est un jeune homme très intelligent qui a tout ce qu'il a comme aptitude militaire. Hein? Très intelligent, qui peut travailler pour nous aider dans le pays. Intelligent. Mais je pense que son intelligence est utilisée à mauvais escient. Ok, d'accord. Alors, on voudrait aussi savoir, on a aussi une autre préoccupation ici.
quel comportement croyez-vous doit afficher les hommes d'affaires béninois et puis les hommes de l'ordre, les forces de l'ordre plutôt, en Bénin, en ces moments de crise? Au Bénin, nous, on ne s'intéresse pas à ce qu'un homme d'affaires fait. Si vous nous devez de l'argent, au fisc, aux impôts, payez. À la douane, payez. Si vous payez, le reste ne nous intéresse pas. C'est tout ce qu'on veut demander aux hommes d'affaires. On ne veut pas s'impliquer dans leur business. On ne veut pas savoir ce qu'ils font. Mais s'ils doivent de l'argent au peuple béninois, ils n'ont qu'à payer. Et surtout, il ne faut pas prendre l'argent de contribuables béninois. C'est ça le problème. Un homme d'affaires doit être en règle. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on m'a envoyé un redressement. On est en train de m'envoyer un redressement. On me demande de déclarer des biens et qu'on soit tout ça. Je suis dans ce processus-là. Ce n'est pas caché. Donc, au Bénin, il faut que les gens se mettent à jour. Tout ce que je vous dis, c'est une réalité, c'est là. J'ai reçu ça il y a quelques semaines et puis je suis en train de me battre là-dessus. Donc, on me dit, mais vos entreprises sont en jour, vous-même. Bon, c'est les dossiers que nous allons régler. Hein? Nous sommes en train de régler. Un homme d'affaires au Bénin, si vous êtes un homme d'affaires au Bénin, vous devez payer la douane, vous ne payez pas. Et vous venez encore dans le gouvernement, vous venez prendre l'argent de VAT que vous n'avez pas déposé avec un ancien ministre des Finances. Vous partagez ça sous-là, vous devez me rembourser ça au peuple béninois. Ça, ce n'est pas négocié. C'est l'argent de contribuable, c'est l'argent de la personne qui a Djidja, Tukuntuna, Niki, Perere, à Modogan, à Baoudjo, à Ifanyi, et chez moi, à Kitibo. Donc c'est pour le peuple, ça leur appartient. Le peuple, c'est l'État, c'est une entreprise qui appartient à tout le monde. Ouais. Ok, et puis on vous avait posé la deuxième partie de notre question a été de savoir les comportements qui doivent afficher les forces de l'ordre en ces moments de crise. Les forces de l'ordre, je leur ai demandé de ne pas suivre des gens comme nous, de suivre le peuple. La fonction traditionnelle des hommes de l'ordre, c'est de restaurer l'ordre, la paix. C'est leur devoir. Mais s'ils pensent qu'il y aura un clivage qui va amener le désordre dans le pays, il faut qu'ils arrêtent. C'est leur devoir. Mais s'ils pensent qu'il y a un individu qui est un danger pour le peuple béninois, comme Patrice Talon, il faut qu'ils prennent les dispositions nécessaires. C'est d'ailleurs pour ça que le peuple va prendre ces dispositions dans les jours à venir. Alors, vous aviez mentionné ici dans votre discours que ça sera pour la première fois que les forces de l'ordre vont diriger le pays. Donc, nous parlons du Bénin ici. Ne voyez-vous pas un danger si... Vous savez, l'Afrique a commencé par être tarée dans la logique de la démocratie. Les gens confondent la démocratie avec le désordre. Et tous les pays qui ont voulu se comporter, un développement durable a besoin, et je ne vais pas parler je ne vais pas de dictature, mais une sévérité. Donc, nous ne pouvons pas, dans ce désordre-là, réclamer certains prétextes. Je préviens le peuple de la démocratie. Les grandes nations qui ont réussi dans le monde entier ont toujours collaboré. Et je pense qu'au Bénin, je fais confiance aux hommes de l'ordre, parce que c'est avec eux qu'on travaille jusqu'à présent. C'est des gens responsables, on les connaît. Et si les gens n'avaient pas mis des sanctions sur le président Kérékou, le gouvernement JMR était l'un des meilleurs gouvernements. Le gouvernement JMR, nous on est de la révolution, on est nés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle Ladislas, Karl, tout ça. On est les enfants de la révolution. Donc, pour nous, en démocratie, nous voulons faire une expérimentation, ce que beaucoup n'ont jamais fait. Cohabiter les forces de l'ordre avec les civils pour gérer le pays. On aura un commandement au-dessus des civils qui sera géré par les hommes de rang. Parce que vous savez, dans les hommes de rang au Bénin, nous avons les intellectuels. C'est des magistrats, c'est des gens qui ont fait des licences. Beaucoup ont beaucoup étudié. Aujourd'hui, on a beaucoup de gendarmes, beaucoup de gens qui ont quitté le pays pour des formations et ne sont plus revenus. C'est des gens, pas parce qu'ils sont des hommes des forces de l'ordre, qu'ils n'ont pas la capacité mieux que les civils. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va les inviter de venir collaborer. Ok, d'accord. Une avant-dernière question.
pourquoi ne ferez-vous pas la chasse aux sorciers alors que ces derniers ont mis leur fourchette dans la même assiette que Monsieur le Président Patrice Talon? Non, mais nous, on ne veut pas utiliser le mot la chasse à la sorcière. Nous, on est en train de faire le droit, on est en train de faire justice à notre pays. Quand on vous arrête, on ne veut pas que les gens appellent ça chasse à la sorcière. Donc, on vous arrête parce que vous avez pris l'argent dans le coffre-fort de notre pays. Chasse à la sorcière, ça veut dire que c'est votre opposant et vous ne voulez pas qu'il réussisse, vous êtes derrière lui. Pour nous, si vous prenez l'argent de l'État de contribuable, on va vous arrêter. Nous, on veut que les gens comprennent qu'on ne fait pas ça parce qu'on est contre Talon. Parce qu'il y a une justice qui doit être faite. Voilà, merci beaucoup. Alors, la dernière préoccupation, c'est la question du savoir. Le peuple béninois a besoin d'une liberté et du social. Très bien. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour répondre à leurs besoins? D'abord, dans la transition, nous sommes en train de négocier. Déjà, dans la transition, ils nous ont créé assez de dettes. Et le social, c'est très important pour nous. Et il y a des pays qui vont nous donner assez de vivres actuellement. Et accompagner notre déficit budgétaire, nous allons essayer de renégocier quelques dettes. Et pendant que nous sommes en train de faire, on va mettre en place une commission de lutte contre la corruption qui va commencer par faire les saisies. Pendant ça, nous allons essayer de mettre l'accent sur le social. Le social, c'est que les Béninois, on veut voir nos Béninois revenir dans les bars, dans les restaurants, dans les fêtes, les mariages. On veut voir tout le monde. Les frontières. Nous sommes dans une logique, on ne veut pas attendre l'ouverture et notre arrivée pour ouvrir les frontières. L'ouverture des frontières sera accomplie en 90 jours, officiellement, et parce qu'on sera déjà prêt pour venir gérer notre transition. Donc, on va essayer de revoir le périmètre territorial dans notre pays. Et pour assainir notre pays, nous devons nous demander à des pays. On a même allé jusqu'à demander à certains pays de nous donner des vivres, la nourriture, des tenues pour nos gens. On a demandé à certains pays. J'étais il y a 12 jours, j'étais quelque part. J'ai discuté qu'on nous donne des vivres. Ils disent, qu'est-ce qu'on va vous donner? Je dis, si nous n'avons pas l'argent, on a besoin des navires, de riz, pour partager à nos peuples. Des vivres pour les peuples. Parce que les gens ne peuvent même pas s'offrir $1 par jour. Vous vous rendez compte? $1 par jour. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir un seul repas par jour. Je connais l'histoire d'un monsieur qui travaille au port de Cotonou. Il a fait 3 jours sans manger parce qu'il n'y a plus de trafic. Quelqu'un l'a vu, il est allé le voir, il a demandé, je veux seulement 100 francs. Vous savez, 100 francs, ce que ça veut dire, il va acheter le gari pour manger. C'est grave. C'est grave ce qui se passe dans le pays. J'ai dit, dans les 90 jours de la transition, donnez-nous des vivres. Pas d'argent. L'argent, vous pouvez apurer nos dettes avec ça. Donc le social est très important pour nous. Surtout les enseignants, les écoles. Nous avions fait une politique. Qu'est-ce que le gouvernement a en place? Ils sont en train d'utiliser notre programme. Le programme qui est là, c'est notre... Mais ils ne comprennent pas comment le faire. Parce que nous avions dit, éducation pour tous, c'est dans une politique de décentralisation. On a intégré que le primaire, les enfants vont manger free, ils ne vont pas payer l'école. Mais on va aider la couturière qui est dans le périmètre pour faire leur tenue. On va mettre les bonnes dames en coopérative pour préparer pour eux. L'État va les aider à avoir du boulot. Docteur Prosper Ladislas Agbessi, nous vous disons merci pour nous avoir accordé ce temps. D'accord, merci. Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. Pas, de la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo.